avec cet arc dans la carrière de La Fouine où il a commencé à dire qu'il allait coucher avec tous nos arrière grands-parents, en faisant parfois des punchlines qui étaient complètement incompréhensibles, des punchlines généalogiques. Il y a eu cet arc-là qui a été vraiment, qu'il a étiré sur quelques projets. Ton grand-père. Oui, voilà, je vais me faire ton père, puis il dit ton petit-fils c'est mon neveu. Je me dis putain, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si c'est mon neveu, enfin, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais à ma famille là? Il y a vraiment un moment où je comprenais plus ce qu'il voulait me faire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Code Review, épisode 54. 54 comme la Meurthe-et-Moselle, oui, département où se trouve Saint-Max, la seule ville qui peut être à la fois un nom de fromage et le nom d'un enfant de Kanye West. Et oui, c'est une réalité. Oui, c'est l'ouverture d'un nouvel arc départemental. Voilà. Moment du l'épisode 93, je citerai tous les rappeurs de Seine-Saint-Denis. Ce sera une intro plus longue que d'une. Avec moi, j'ai un duo de Globetrotters. Ils ont fait le tour de France pour aller décrypter le rap francophone ou participer à des jurys de Buzz Booster. Je peux dire que les numéros département, on les connaît depuis. Hein. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr. Je parle bien sûr donc de la plus belle plume du 7-8 à notre département. Plus belle plume depuis Alexandre Dumas. Je pense. Le comte de Monte et d'Acruz Tau. Raphaël Dacruz, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Et de celle qui aurait préféré que Blanche-Neige ne tombe pas amoureuse du prince charmant, mais qui aurait plutôt aidé les 7 nains à monter un syndicat. Sandra Nopassaran Gomez, comment vas-tu? Merci, ça va très bien. Bon, aujourd'hui nous avons un joli programme. Nous allons parler de La Fouine qui sortit un nouvel album le 11 avril dernier et qui, on peut le dire depuis les Flammes 2024 où nous étions par ailleurs tous les trois, a réalisé une des plus belles remontadas du game, on peut le dire. Il n'était pas finito avant, mais en ce moment, il est en pétard. Je dirais même qu'il est boosté. Oui, j'emploie des mots qui ne sont pas de mon âge. Boosté. Boosté, voilà. C'est ma limite. Ça, c'est pour la... Moi, j'y vais. Ça y est, je suis trop vieille pour ça. Je suis à deux doigts de dire Djoufar, attention. Qui est déjà finito pour le coup depuis un mois, je pense. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, c'était pas forcément écrit en tout cas que 2 ans, que voilà, qu'aujourd'hui, il reviendrait avec un énorme morceau avec Nino, un album super attendu et potentiellement un album de grande qualité. C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'État de lieu, qui est son 9e album et donc qui sort 20 ans après le premier, bourré au son, en 2005, est-ce que c'est un album à la hauteur de l'héritage, de la legacy, certains diront peut-être même de la légende de Fouini? C'est la question que je vous pose et puis après, on pourra un peu revenir sur sa carrière. Sandra, qu'as-tu pensé? Je me permets de commencer avec toi. Mais avec grand plaisir. En plus, je suis une fidèle fan de La Fouine depuis les premières années. Mais on reviendra dessus après. Alors, j'ai beaucoup aimé le projet. Je trouve que c'est réussi parce que, premièrement, le premier atout, c'est qu'il était dans un run de nostalgie sur ses derniers succès, sur les premiers succès, mais qui étaient quand même anciens, qui correspondent à une certaine génération, parce qu'il y a eu un peu un trou d'air quand même ces dernières années, et c'est pas... Il faut dire qu'il n'a pas arrêté de sortir de la musique, il a sorti plusieurs albums qui sont parfois passés inaperçus, qui ont eu moins de succès que les précédents, mais je pense qu'il y a un peu des gens qui disaient oui, c'est le grand retour de La Fouine. En fait, il n'est pas vraiment parti, si on est honnête, mais c'est vrai que c'est le retour, on va dire, au premier plan, en tout cas, de La Fouine. Et c'est le retour, en fait, c'est le moment où les gens se sont rappelés à quel point il a été important dans le rap français, et en fait, il annonce du coup ce projet-là entre ces 2 dates, ces 2 Bercy. C'est un album quand même surprise, on s'y attendait pas forcément. Et je trouve que c'est réussi parce que c'est fait avec beaucoup de sincérité et j'ai l'impression qu'il a toujours une vraie envie de rapper, alors qu'il aurait pu continuer, je pense encore longtemps, à jouer sur ce côté nostalgie, sur les belles heures qu'il a connues. L'album, il n'est pas si tape à l'œil que ça, finalement. C'est pas une course aux hits. Alors qu'on a beaucoup appuyé ça sur le fait qu'il a une collection de hits incroyable. Sur cet album, c'est pas ce qu'il recherche. Il n'y a pas d'esprit revanchard aussi. Ça, c'est le truc qui me fait toujours un peu peur avec les nouveaux projets de rappeurs qui ont connu un certain succès aussi. Il n'y a pas du tout ce côté je viens vous parler d'un temps que vous n'avez pas connu. Finalement, il fit très bien avec cette époque. C'est un truc que je trouve assez fort. Et il y a beaucoup de célébrations dans ce projet-là, qui est fait d'une belle manière parce que c'est pas tellement centré autour de lui, mais c'est autour d'une époque, autour d'une génération. Et au-delà de son propre statut et il n'y a pas que le regard à travers son propre succès. Il y a des hommages qui sont faits un peu partout. Il y a Nino qui lui rend hommage dans la deuxième partie de leur feat, en rappelant qu'il a grandi avec sa musique. En citant l'album Aller-Retour. Bien sûr. On a Nesbill en feat avec un passe-passe sur le refrain. Et ça, c'est un truc qui va faire plus rap des années 2000 qu'un feat La Fouine et Nesbill.
Il y a aussi une reprise de Top Line de Many Men, donc ça va au-delà du rap français aussi. C'est toute une époque qui est mise en valeur. Sachant que sur Léo, du coup, il reprend aussi une guitare qu'on entendait sur un album de 50 Cent. Exactement. Voilà. Plein de petits clins d'œil qui sont bien posés, je trouve, et il réussit à faire briller une époque, l'époque qui l'a fait briller aussi. Et surtout, un truc super important pour moi, c'est sans omettre la réalité de l'époque aussi qu'il a traversée, sans la voir qu'à travers son succès, mais avec du propos, en parlant des drames que les quartiers populaires ont connus, les violences policières, les politiques xénophobes, etc. En 2025, il est encore en train de parler de Sarkozy, par exemple. C'est pas un détail, tu vois. Il a cette phrase, il dit quoi ? Ça fait 20 ans qu'on insulte Sarkozy. Ou... Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, en fait. Et en fait, j'aime cette rigueur qu'il a aussi, ces engagements qui sont restés les mêmes, finalement, parce que La Fouine, on retient les trucs marrants, on retient le personnage, mais il y a toujours eu du propos, un côté très terre-à-terre, très ancré dans le réel. Très rap français, finalement. Très rap français. Même s'il était très carré, il y avait aussi un côté très rap dans des morceaux thématiques. C'est vrai, t'as raison, parce qu'en fait, même lui, il a un peu assumé parfois le côté... il avait un morceau d'ailleurs qui s'appelait Rap Inconscient. Ouais. Tu sais, pour faire un contre-pied au rap conscient, il avait cette phase où il disait « J'adore les meufs que déteste Medine ou Kerry ». Tu vois, il y avait un peu ce truc sous forme d'humour, de s'opposer un peu au rap conscient. Ouais. Mais en vrai, il a toujours eu des morceaux, effectivement... Pour l'abusif. Tout à fait, qu'on aurait pu qualifier de conscient aussi. C'était pas sa DA unique, et je pense que aussi ce qui fait qu'on a peut-être oublié ça, c'est qu'à un moment la Fouine était devenue très vulgaire. Et ça faisait partie de ça. Il y a des trucs qui sont durs à réécouter aujourd'hui. Il y a un moment vraiment où lui, il était vraiment en roue libre sur les gros mots. Il y allait. Et je pense que du coup, on oubliait qu'en fait, il pouvait être à la fois ça, mais aussi engagé, en tout cas conscient sur notre morceau. Et en fait, c'est bien qu'il ait fait ce choix-là de pas être que dans justement le truc le plus clinquant qu'il aurait pu faire. C'est bien que l'album s'appelle État des lieux, c'est aussi parce qu'il fait le constat de ces 20 ans qui séparent son début de carrière et aujourd'hui. Et il le fait de manière... en fait, il y a un côté très vraiment populaire dans le sens le plus noble du terme, c'est qu'il est très proche des gens, en fait, La Fouine. Et globalement, voilà, toutes les fractures sociales, même sur le monde du travail, tout ce qui dépeint, ça l'ancre dans un récit qui est bien réel. Et je trouve que ça donne de la profondeur à un album de La Fouine, alors qu'on a plutôt tendance à le réduire à ses plus gros succès. Et la deuxième chose qui revient, c'est que ça met en lumière la plus grosse force de ce qu'il fait, c'est sa capacité à écrire des phrases qu'on retient. Dans tout l'album, il y a dans chaque morceau, il y a des phrases qu'on retient. Et ça, c'est un truc aussi, l'écriture de La Fouine, c'est pas quelque chose qu'on a forcément mis en avant, mais c'est des punchlines qui sont hyper efficaces et qui sont parfois très débiles, mais ça fonctionne très bien. Dans Légendaire, il dit le baveux me fait sortir par césarienne. Pourquoi pas je leur montre la lune, ils regardent plus le doigt, ils regardent la Rolly. Il y a toujours ce truc vraiment de chercher. Il y avait ce rap en hashtag qu'on a beaucoup connu. Bien sûr. Qui continue à faire un petit peu de temps. Il continue à le faire, mais je trouve que c'est un peu moins forcé. Et c'est juste, ça fait partie de son talent d'écriture. En fait, il écrit des choses qui vont rester avec le sens de la punchline. Sens de la punchline, avec une certaine simplicité qui fait qu'il n'est pas dans une posture de vouloir écrire la rime la plus complexe, mais aller capter l'auditeur, et je trouve que voilà, c'est très fort sur tout l'album. Voilà, il continue pour l'amour du rap, j'ai l'impression, et ça sonne très bien. Et on l'a pas dit parce qu'on n'avait même pas parlé dans cette émission, on n'avait pas eu le temps, mais il avait aussi sorti Capitale du Crime Radio en fin d'année dernière, qui était pour le coup un projet avec beaucoup d'invités, des gens très très différents, avec des beaux morceaux. C'est un projet que j'avais aussi apprécié, qui était un peu moins peut-être cohérent, mais c'est pas ce qu'il cherchait, c'était vraiment une mixtape aussi, exactement. Mais il y avait vraiment des bons trucs, et moi, je sais que notamment le morceau avec Franglish dont on parlait dans la précédente émission, je l'ai beaucoup écouté. Voilà, donc il y avait aussi ça, donc je pense qu'il y avait bien sûr cette volonté de capitaliser aussi peut-être après les flammes, après cette espèce de... Les flammes, on y était tous les trois et on en avait déjà parlé, mais il y a eu quelque chose vraiment de sincère, en fait. Voilà, qu'on n'a pas vu tant que ça dans l'histoire du rap français. Un truc comme ça, tu sais, où c'est pas prévu, personne n'était au courant, à part quelques personnes, j'imagine. La Fouine arrive, et en fait, ce rappeur important pour une génération à qui on ne donnait pas tant de fleurs que ça sur les dernières années, dont on avait parfois un peu oublié ou sous-estimé l'importance, le succès. Ça réécrivait un peu l'histoire, en fait, sur lui. Exactement. Et en fait, il y a eu ce moment-là où tout le monde était premier degré content de le voir. On l'a déjà dit dans l'émission, mais c'est vrai que ça a relancé complètement quelque chose, une hype, une attente, des Bercy. Genre, en fait, on peut dire ce qu'on veut sur les flammes, tout le monde a le droit d'avoir un avis, mais au moins ça, on peut pas leur enlever. Ils ont créé un moment qui, en fait, a
potentiellement changer un peu ce qui se passe, l'histoire de Lafouine et sa carrière, et c'est quand même important. Tu réunis dans une salle des fans de rap, tu ramènes Lafouine, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Et malheureusement, on l'avait oublié, en fait, on l'avait oublié. C'est tout à fait. Raph, sur cet album, du coup. Et moi, mon sens, je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Sandra, et du coup, c'est à mon sens peut-être son meilleur album depuis Drôle de Parcours en 2013, pour 3 raisons. Déjà, tout ce qu'on a dit sur la baraka qu'il a depuis l'an dernier, en fait, depuis les flammes et tout ce qui s'est passé depuis. Capital du Crime Radio, qui a été un bon laboratoire pour lui, je pense. Musicalement, côté un peu fédérateur avec des gens de sa génération et puis des plus jeunes. Les concerts à Bercy, évidemment, c'est je parle de gens de sa génération, grand coupé de Youssoupha. Et grand album de Youssoupha aussi, que j'adore. Voilà, juste pour le dire, j'avais envie de le dire. Mais le couplet de Youssoupha sur Capital du Crime Radio, c'est vraiment génial. Il fallait qu'il vienne casser des bouches comme souvent quand il en featuring, ça. Je pense que parce que sur ce disque, il retrouve un peu un équilibre entre sur la formule qui a fait son prime, justement, je pense, entre la fin des années 2000, début des années 2010, entre un mélange entre trap bête et méchante. Ouais. Je pense que c'est son terrain de jeu, la trappe, parce que c'est à ce moment-là qu'en fait il s'est complètement réalisé sur ce côté un peu rappeur inconscient, un peu écervelé, mais qui est drôle, parce qu'en fait c'est ça, c'est comment t'incarnes un truc. Exactement. Lafouine rappait avec le sourire aux lèvres, les pires bêtises possibles. C'est un peu ce que aux États-Unis ils appellent le ignorant rap, tu vois, le rap ignorant, qui n'est pas dit avec mépris. C'est vraiment le shit talk, quoi. C'était vraiment ça. En fait c'était un shit talker, mais il le faisait toujours en étant drôle. Encore une fois, c'est ce que je disais parfois dans des épisodes, la justesse dans le rap, c'est pas forcément si tu chantes bien une note ou pas, puisque c'est du rap précisément, mais c'est comment t'arrives à incarner ce que tu rappes. Et je pense qu'il avait cette justesse-là d'être complètement débile, mais dans le sens drôle, quoi. C'est-à-dire assumer ce truc de on s'enjaille. Et puis le côté aussi, bien sûr, on s'enjaille. Petite imitation. Non, je ne me permettrai pas. T'as eu envie. J'ai eu envie de le faire. Et le côté insolent. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait vraiment ce côté, genre, tu sais, vulgaire, méchant, mais il repart avec le sourire. Il avait un côté, un truc d'ailleurs que je trouve Atayaba, Joke au début, avait aussi un peu dans un registre, le côté vraiment presque vicieux, tu vois. Et Lafouine, il incarnait bien ça. Mais Lafouine, il avait, autant chez quelqu'un comme Joe Katayaba, il y avait ce côté un peu nonchalant. Il n'y a pas de nonchalance chez Lafouine. Il y avait plus ce côté, j'ai envie de vous faire marrer parce que il a toujours vécu la musique comme un divertissement. Et on en parlera après justement sur sa carrière. C'est aussi, à mon avis, une des raisons pour laquelle il a marqué son temps. Et puis oui, il y a un équilibre entre cette partie-là de son rap et puis ce que tu disais, c'est-à-dire d'être toujours aussi touchant, sensible, juste sur des sujets plus sérieux en fait. Aussi bien quand ça touche des sujets sociétaux. Tu parlais du morceau qui s'appelle Lettre Azied et Bouna. Et puis des choses où en fait il parle de lui-même. Je trouve qu'un morceau comme Quand je reviendrai, qui joue un peu sur la corde de la nostalgie, puisque c'est une relecture de quand je partirai, qui était sur Drôle de Parcours, mais ça marche bien justement avec Genesio en plus, donc ça fonctionne plutôt bien. Faudra s'y faire aussi avec Merveille. On fait refaire ce monde avec Merveille. Refaire ce monde, parce que je voulais parler de Faudra s'y faire parce que c'est un morceau en plus où il trouve une bonne cadence sur la rythmique de Biggie Joe, qui est plus haché, où il y a des silences, etc. Il le fait plutôt très bien. Même un morceau comme Je t'ai aimé sur les relations sentimentales compliquées, etc. Et puis pour moi, une des troisièmes raisons qui font que cet album justement est réussi, comparé à ses peut-être disques précédents qui étaient Bénédiction et 21, donc sortis respectivement en 2020 et 2021, c'est précisément parce qu'il y a Biggie Joe sur ce disque, et je pense qu'il avait besoin de quelqu'un, en majorité quoi, sur quasiment la moitié des productions, et je pense qu'il avait un peu besoin de quelqu'un qui le cadre justement sur sa direction musicale, ce qu'il a toujours eu sur ses grands disques justement, que ce soit Bourré au son, que ce soit Mes repères, que ce soit Les retours, il y avait toujours une colonne vertébrale. Mais Lafouine versus Laouni, bien sûr. Non, le CD1, on l'a souvent dit. On va y venir à cet album, bien sûr. Et je pense que il avait besoin de ça, il s'éparpillait trop, il était parfois un peu... c'était des albums qui étaient inégaux. Et là, en fait, parce que justement Biggie Joe lui offre une sorte de canevas tout au long de l'album avec d'autres producteurs aussi, ça lui fait beaucoup de bien. Il y a le morceau avec Nesbill, par exemple, qui est un morceau... pour moi qui est mon préféré du disque, où ça fonctionne effectivement très bien, t'en parlais Sandra, et puis voilà, ils reviennent à une formule rap plus épurée, plus années 2000 d'une certaine manière, mais revisitée, et ça marche très très bien, et voilà, c'est un album qui est égal, du début à la fin, il n'y a aucun moment où je trouve qu'il y a des mauvais morceaux, ce qui pouvait être le cas sur les albums précédents. Il n'y a aucun moment où j'ai eu envie de zapper quoi que ce soit. Et en plus, comme il est plus condensé que Capital du Crime Radio, justement, on sent qu'il a mieux digéré aussi toutes les envies musicales qu'il avait peut-être envie de redévelopper. Et puis, encore une fois, je pense que parce qu'on est aussi dans cette époque où la trappe originelle, j'entends vraiment la trappe des années 2000 revient à la mode. On avait parlé de La Fève, il y a Skefrey qui vient de sortir un album aussi où on est sur cette esthétique. Que quelqu'un comme Lafouine qui a porté en France ce style-là vienne un peu justement revienne sur ce terrain de jeu qui finalement lui va comme un gant, ça fonctionne très bien sur un disque comme celui-là quoi. Et puis il a un maillot de Zidane.
sur la cover. D'ailleurs, qu'il a eu à Bercy dans le clip avec Nino. Il adore ce maillot. Il adore ce maillot. Il en parle même dans un morceau. Il dit ouais, j'ai le maillot blanc. Tout à fait, exactement. Et c'est vrai que tu dis, tu fais partie des gens qui ont porté la trappe en France. C'est vrai. Et je pense aussi, il y a un peu deux facteurs, et ça pourra faire un lien après avec sa carrière, mais il a été un des trappeurs français les plus en vue, et il a aussi ouvert la partie chant. En fait, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, on cite souvent d'autres personnes, mais La Fouine, dès le premier album, il avait ce côté. Je sais d'interview de lui dans Groove et Rap Mag où il disait j'adore la chanson française, j'adore le R&B, j'adore la soul, même la chanson française. Il l'a cité vraiment. Tu vois. Je peux vous parler de ce concert en 2007 que je fais au Ninkasi Kao. C'est le deuxième concert de ma vie. Et non, mais juste à cette époque-là, donc on est 2007, donc il a déjà bien brillé, mais il a toujours fait. C'est pas encore une superstar. C'est pas encore une superstar. J'étais là avant, j'étais là au début. Il a une partie dans son concert où il prend une guitare, il joue, et il joue des morceaux, il joue Si Maman Si, il joue du France Gall, du Michel Berger, et il fait vraiment toute une partie comme ça, chanson française, alors que dans la salle, il y a que des brigands qui veulent entendre du La Fouine, et un son racailleux comme il savait faire à l'époque, mais l'ouverture, elle était vraiment présente dès le début, quoi, et sans complexe en plus. Exactement, et ça a été dit et assumé en interview. Voilà. Et il y a aussi quelque chose sur cet album-là, mais c'est qu'il y a un côté, oui, c'est un album de mec qui vit avec son temps, etc., il n'y a pas de problème, mais il y a aussi une manière de, on va dire, réutiliser en tout cas ses recettes à lui, de l'époque, mais en les modernisant. Je pense notamment au feat avec des chanteurs et des chanteuses. Tu citais Genesio, Merveille ou les morceaux Love. Alors La Fouine, parce que il a aussi toujours fait ça, des morceaux Love, des morceaux entre le rap et le R&B, tu vois. Pardon. Ah non, mais... Je veux m'adresser à Raphaël pour cette partie-là. Je veux pas te mettre mal à l'aise. Non, tu peux. Mais voilà, donc non, mais il a toujours fait ça. Et en fait, le rap ayant tellement évolué, il y a moins de refrains chantés, en tout cas faits par des chanteurs ou des chanteuses. Maintenant, on l'a souvent dit, les rappeurs font eux-mêmes leur refrain, et pour le coup, La Fouine, il est légitime à le faire parce qu'il chante bien. Mais là, le fait de rappeler et de... comment dire, remettre un peu cette formule-là mais en le faisant avec des artistes actuels, ça marche vraiment. C'est-à-dire que les morceaux, je les trouve vraiment cool, et ça m'a rappelé pourquoi j'aimais autant des morceaux comme ça à l'époque, et quelque chose qui ne se fait plus trop en fait. Donc ça, je trouve aussi, il l'a bien maîtrisé sur l'album. Totalement. Ça peut être aussi l'occasion du coup de revenir un peu sur sa carrière. Il a sorti beaucoup d'albums, mais on a tendance à oublier que quand il est arrivé, La Fouine a été présentée par beaucoup de médias comme le Snoop Dogg français. Et oui, on ne disait pas que le Eminem français quand on parlait d'Orelsan. Il y avait aussi ce genre d'aberration qui était dite parce qu'il était grand et qu'il avait une barbichette. Voilà. Mais en plus, Snoop n'a pas de barbichette en plus. Donc, il y a une époque. Non, mais il y avait un côté californien. Mais oui, clairement sur Boulevard Bourreau-son, c'est exactement sûr. Non, mais puis je pense qu'il y a le côté longiligne. Il y a le côté animalier de La Fouine. Très large. Exactement. Voilà. Oui. Mais bon, tout le monde était habillé large à l'époque. Et puis il vient du 7-8, c'est là. Et j'allais dire tout à fait, exactement. Et c'est vrai qu'il y avait aussi le côté que La Fouine assumait, le côté amoureux du rap californien. Bourré au son, c'est pas un album de G-Funk, mais quelque chose de spécial. Et était un single absolument génial. Il était présent sur la compilation West Rider 2, si je dis pas de bêtises, donc qui était une compilation orchestrée par la West Coast française et par ce génie qu'est LPHA. Donc en fait, il avait un lien. Après, il s'en est un peu écarté. Il a fait d'autres choses. Mais c'était comme ça qu'il a été présenté. Alors que faut se rappeler aussi que La Fouine au début... Mais c'est vrai, pardon, t'avais le côté animalier parce que Snoop, il y avait les chiens et La Fouine, c'était une fouine. C'est le Snoop français. Des fois, c'est aussi con que ça. Non, mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est qu'effectivement, dès le départ, il détonne un peu par ses choix musicaux. Et qu'il a eu pendant longtemps, ça a été un trendsetter il y a des tendances américaines, je vais les suivre. C'était un des premiers à prendre la vague du Sud. Oui, comme à l'époque, il y avait en gros la trinité de l'époque, c'était un peu lui et Boubaroff qui faisait vraiment, qui était, on va dire, très qui donnait le ton, mainstream. Ouais, tout à fait. Mais il faut se rappeler un truc, c'est que La Fouine, il est révélé au grand public avec un télécrochet radio qui est Max 209 sur Skyrock. Et moi, je me souviens très bien de son audition, enfin le passage à la radio justement là-dessus, où il rappe sur du Dr Dre, du Will Smith et du Shaggy, tu vois, par exemple. Donc il assume un peu ce côté, je viens kicker ça, tuer ça, mais pas sur une instru de Prodigy. Kicker ça par le rappeur. Pas le rappeur. Mais c'est pas kick maintenant. Donc désolé, j'ai très peu dormi. je viens plier ça, mais en fait. Voilà, excusez-moi. T'as tout pardonné, mais on est tous fatigués. Voilà, je viens plier ça sur des trucs très mainstream, et je viens vous prouver qu'en fait j'ai du style quand je rappe, quoi. Ouais. Et en même temps, ça lui a un peu porté défaut, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disaient, c'est qui ce mec en fait qui, oui. alors qu'il avait déjà parce qu'il a commencé sa carrière sous le nom de Forcené.
Ça. Ah là là. Peu de gens le savent. Peu de gens le savent. Bon, peu de gens le savent, morceau de qui? D'Oxmo Puccino. Voilà. On est là Très pour peu ça. dormi, très peu dormi. Peu de gens dorment. Donc forcené. Forcené, voilà. Et qu'il a fait un maxi avec Kazay, par exemple. Fin des années 90 ou début des années 2000. Donc, ça, oui, c'est complètement fou, ça. Hein. Et voilà, c'est ça. Quand on y pense aujourd'hui, rétrospectivement, c'est assez fou. Mais voilà, il y a ce truc de... il arrive via ce télécrochet, il obtient une signature chez Sony, et on est encore à cette époque dans le rap français où on parle de rap commercial, à quel point Skyrock formate, etc. les choses. Et en fait, je trouve qu'il a réussi un vrai tour de force de finalement réussir à s'imposer comme ça. Alors après, il avait aussi de bonnes équipes derrière lui. Son premier album est quasiment, je crois, à 80% produit par Animal Son, par exemple, qui avait quand même fait leurs armes avec Lunatic, puis Booba, etc. Donc il y a quand même une équipe derrière lui, mais en fait, juste parce que je pense qu'il avait cet amour de la musique et cette envie de partager ce truc de... On peut faire du rap, mais on peut être aussi divertissant, à une époque où le rap français fronce les sourcils. En fait. Très sérieux. Et lui, il casse ça. Et le succès, c'est ça, c'est le travail, le talent, mais c'est aussi des questions de timing. Et je pense qu'il arrive à un moment où il y a une partie des auditeurs de rap français qui ont besoin de ça, d'un artiste suffisamment talentueux pour incarner ce truc de, on peut faire du son qui est cool, sur lequel on peut se marrer, sur lequel on peut s'amuser. Et c'est vraiment, je pense que toute sa première partie de carrière, de Bourré au son jusqu'à La Fouine versus Alaouni, en passant par les Capitales du Crime, qui sont des laboratoires à idées pas possibles. Un de ses meilleurs morceaux pour moi, c'est Cherche la monnaie, qui est complètement dans ce qu'on disait tout à l'heure, cette espèce de rap vulgaire, mais avec des punchs qui font marrer en fait. Il y a eu un moment, moi j'adorais sur Capital du Crime 2, je crois, Krav Maga. Que pour la petite anecdote, parce qu'on partage un peu des histoires aujourd'hui, je me souviens, j'étais en Thaïlande en 2010 en échange universitaire et je faisais écouter ça aux Américains, aux Coréens. C'était un tube. Oui, mais la prod en plus elle est tellement ricain de ouf. Avec cet arc dans la carrière de La Fouine où il a commencé à dire qu'il allait coucher avec tous nos arrière grands-parents, en faisant parfois des punchlines qui étaient complètement incompréhensibles, des punchlines généalogiques. Il y a eu cet arc-là qui a été vraiment, qu'il a étiré sur quelques projets. Ton grand-père. Voilà, je vais me faire ton père, puis il dit ton petit-fils c'est mon neveu. Je me dis putain, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si c'est mon neveu, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais à ma famille là? Il y a vraiment un moment où je comprenais plus ce qu'il voulait me faire. Mais c'était drôle. C'était vraiment marrant. C'est exactement ça. Pour moi, il y a presque un truc, désolé, je vais utiliser un terme littéraire, mais rabelaisien. Tu vois, ce truc de rap français pas. Je fais des comparaisons avec Akhenaton, je comprends rien. Écrit en rap, ça veut dire quoi? Par rapport à Cool Chain et Akhenaton. Je me situe où? Tout short. Ah oui, d'accord, ok. Tout short. Oh, c'est bon, je l'ai, c'est bon. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. J'ai compris, oui, le côté épicurien, j'imagine. Voilà, tu vois, c'est ça, Rabelais, en fait. Même paillard, tu vois. Mais en fait, ce truc d'assumer de l'humour gras. Que la West Coast française et la West Coast globalement a assumé en fait que le rap effectivement du sud et californien ont beaucoup eu, tu vois, ce truc de on peut assumer d'être complètement vulgaire, graveleux gratuitement, mais on peut avoir aussi ce truc de le faire assez subtilement pour que ce soit drôle. C'est pas toujours très subtil, il faut quand même le dire. Tout sauf public averti, on va dire. Exactement. Je pense qu'il avait ce vrai talent là, et je trouve qu'en plus sur les Capitales du Crime, il déroule. Il se lâche, bien sûr. C'était le parfait moment pour le faire. Tu parlais de timing. En fait, à cette époque-là où c'est en train d'exploser aussi le fait d'écouter de la musique sur Internet, donc d'aller télécharger ces trucs, d'aller fouiller. Lui, il incarne ce truc aussi pour des jeunes générations comme moi. On écoute ça et ça nous fait rire parce que, voilà, il va dire le truc le plus vulgaire que tu as jamais entendu, mais c'est bien fait en même temps. Et à l'époque, effectivement, tu vois, à côté de ça, on va écouter Rof et c'est super sérieux. Il y a un truc, tu vois, dramatique, mais dans le sens, dans un sens cool, tu vois. C'est la forme de rap français la plus respectée, on va dire. Et La Fouine, ce qu'on aimait aussi, c'est qu'il n'avait pas de posture de j'ai besoin d'être pris au sérieux. Il a jamais incarné ce truc-là. C'était hyper naturel pour lui et il s'est jamais excusé de vouloir être fun. De vouloir être fun et de vouloir en fait sur un même album il y avait des trucs hyper agressifs et il va passer à une petite guitare sèche et il fait je pense qu'en fait comme Chips à l'époque, vous savez ce morceau Chips, voilà, c'est des trucs sur mes repères, il y a que lui parce que je pense que le sérieux en fait il a mis dans le travail qu'il mettait à sa musique et je pense que le sérieux c'était là-dedans. Encore une fois, c'est un amoureux de musique, il a toujours dit, c'était un mec qui pouvait écouter des albums d'India Arie, qui référençait Jacques Brel, qui reprenait même parfois sur scène comme tu disais très bien, et qui était à l'affût de toutes les nouvelles tendances du rap américain. Donc je pense que le sérieux, il était dans le travail musical qu'il a eu avec lui en tant qu'interprète évidemment et à Sentier la sensibilité, tous les producteurs avec lesquels il a travaillé, Canardo, son frère, ensuite il y a eu Street Fabulous qui ont été très présents aussi dans sa carrière. Donc je pense que c'est ça, le sérieux il a été le chercher là-dedans, sur le travail. Et moi je trouve qu'en plus il y a
À partir effectivement on en parle, tu citais cet album Mehdi tout à l'heure, il y a l'album La Fouine versus Laouni, sorti en 2011, dans lequel il sépare un peu sa formule sur le côté très rap. Qui est d'ailleurs le premier à faire ça, parce qu'après d'autres gens ont un peu repris ce côté de dire un album thématique, un album typiquement Gims, je crois. Gims, A2H aussi dans un autre registre. Je dis pas qu'il était influencé, mais en tout cas, lui il a fait. Quand t'as des artistes comme ça qui touchent un peu à plusieurs genres différents, il y a allé au bout, parce que le CD1 de La Fouine versus Laouni, il est hardcore, et le CD2 c'est vraiment de la variété. Et j'avoue que moi le CD2 je l'ai jamais trop écouté, je crois. Et ben moi je le trouve très bien. Parce qu'il était très fort, il était à son prime. Vous vous rappelez de Bois d'Arcy, à la reprise de non, c'est une maison bleue. Ah oui, si, c'est beau. Sur une compilation Capitale du Crime, n'importe quoi. Mais il y a que La Fouine pour faire ça. Et en fait, je pense que La Fouine, pour moi, il y a trois personnalités chez La Fouine. Effectivement, La Fouine, le rappeur français. Il y a Fouini Babe, l'enjailleur qui a envie de faire des dingueries pas possibles en suivant les tendances du rap américain. Et en fait, Laouni, effectivement. Et je pense que c'est un peu ce qui lui a fait défaut aussi après. C'est-à-dire que comme il a séparé la formule, ça a été plus compliqué pour lui de réunir toutes ces personnalités. Ça sent un peu sur Drôle de Parcours, avec des morceaux qui sont réussis. Je pense à des morceaux comme À l'époque, ou le morceau avec Zao, Ma meilleure. Ma meilleure, qui est un de ses gros tubes, d'ailleurs. Exactement. Parce que Drôle de Parcours, ça a marché. C'est juste que ça a vraiment... J'avais pas les mots. Enfin, je pense que... Et puis, évidemment, le morceau du Ferme. Pour moi, le morceau du Ferme, c'est ça. C'est le chansonnier, celui qui est très influencé par la chanson française, qui fait des thèmes presque une comptine, tu vois. C'est presque une comptine, ce morceau-là. Mais en étant très branché sur le rap américain, ça pourrait être un morceau de T-Pain ou Lil Wayne de cette époque-là, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que ce morceau, il a autant marqué aussi du Ferme. Mais après, c'est plus compliqué parce tu utilisais le mot populaire tout à l'heure. Et ça, j'avais utilisé aussi cette théorie sur... à l'époque, on avait parlé de La Crime l'an dernier sur l'album Corleone. Il y a un moment dans le rap français où soit tu choisis de faire du rap grand public. Typiquement, c'est les choix de Soprano, de Black M, de Gims, etc. Où tu touches plus, effectivement, presque les familles aussi à faire une musique qui est plus accessible, avec justement peut-être moins de vulgarité, etc. Ou alors tu fais du rap populaire. Typiquement, c'est ce que vont faire des gens comme La Crime, etc. C'est-à-dire du rap qui peut être diffusé dans des boîtes de nuit, etc. Mais qui ont toujours ce truc un peu rêche du rap, quoi. Et je pense que La Fouine... À un moment, il était un peu tiraillé entre ces deux trucs-là. Il a été tiraillé entre ces deux trucs-là, et ça a été difficile, je pense aussi en termes de perception pour le public, parce que c'est pas que la musique que tu fais avec les intentions que tu as, c'est comment le public perçoit. Et je pense que c'est pour ça que ça a été compliqué pour lui, après Drôle de Parcours, avec Banlieue Sale, avec la BS Team, etc. Team BS, pardon. De raccrocher les wagons, en fait, auprès du public, de dire, en fait, je peux toujours être cet artiste-là. Et en fait, je pense que les gens disaient, non, en fait, t'es La Fouine qui dit des pires dingueries possibles, donc voilà, je pense que c'est ça aussi peut-être qui lui a fait des fois. Tu vois, moi qui suis, je pense, être un auditeur assez tolérant et ouvert, c'est vrai que j'ai un peu lâché à partir de Team BS. C'est un move que j'ai pas trop compris. Et en même temps, je vois des nouvelles générations, des gens plus jeunes qui ont un peu grandi avec ce projet-là et que ça a un peu bercé. Moi, c'est vrai que j'aimais tellement. C'est vrai que moi, j'ai surtout aimé le La Fouine, même si je reconnais beaucoup de talent quand il chante. Le La Fouine. Inconscient. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il a toujours très bien fait. Et le move Team BS qu'il avait évidemment le droit de faire, moi c'est vrai que c'est là que j'ai lâché en tant qu'auditeur. Et je pense qu'on est un peu nombreux à ne pas avoir compris. Puis c'est vrai que je pense qu'il y avait aussi en plus beaucoup de choses qui se passaient, le clash, etc. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, on comprenait plus vraiment. Et en même temps on le voyait dans des émissions, c'est vrai qu'il avait envie d'être populaire. À un moment il était plus ou moins chroniqueur sur TPMP, je crois. En tout cas on l'avait vu là-bas, je crois. Je vais pas dire de bêtises, à vérifier. Effectivement il a fait de la télévision. On se voyait il était juré de Popstar. Exact. À une époque où le rap n'était pas très présent à la télé, tu vois. Donc il y avait beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que le message principal qui était la musique, il était un peu diffus. Ce qui, effectivement, moi j'ai écouté tous les albums, même sombres, etc. Ce qui n'empêchait pas d'avoir des bons morceaux, mais je pense que c'est là où le public comme tu le dis, ne comprenait plus vraiment ce que lui voulait faire en fait. Et puis je pense qu'en plus, il a un moment, il a peut-être aussi, je parlais de timing, il y a peut-être eu un moment où il y a eu un virage de raté, c'est-à-dire que quand il a voulu refaire un morceau très pop comme Insta par exemple, avec l'artiste qui pourtant passe à la radio, etc., c'était avant la prise en compte des chiffres du streaming. C'est parce que c'est sorti début 2016. Est-ce que tu sais, ça sort genre fin 2016 ? Est-ce que ça ne devient pas un des premiers tubes du rap de cette époque-là, tu vois aussi ? Donc je pense qu'il y a eu un moment, une histoire de timing pour lui aussi qui a peut-être mal joué en termes de perception et de sortie de disque. Je trouve que le titre l'artiste c'est intéressant parce que quand tu parlais de timing, je me faisais la réflexion en tout cas sur le dilemme qu'ont parfois les artistes qui viennent vraiment du rap, qui aiment vraiment ça et qui commencent à être très populaires, et dans quelle mesure ils sont à l'aise avec ça. Tu vois, par exemple, tu as cité Soprano ou Gims, par exemple, qui sont les meilleurs exemples, où eux ont l'air d'être en paix avec l'idée de ne plus être considérés comme
le meilleur rappeur actuel. En fait, ils ont dépassé ce débat-là. Soprano, c'est une légende, il est dans les familles. Pareil pour Gims. Je pense que c'est pas très grave pour eux s'ils sont pas dans le top 10 de l'année du code review. Voilà. Et je dis pas que ça va impacter la fouine ou l'artiste, mais je pense qu'il y a un moment où eux sont encore trop rattachés au rap pour accepter cette dissociation-là presque. Et je pense à l'artiste qui, quand il fait Chocolat et puis après Kachou, après il fait un album, donc ils sont vraiment des énormes tubes pour le coup, il fait un album avec Koba, avec Hus, enfin il y a un moment où il se dit je vais revenir au rap, je peux pas perdre ce truc-là. Et en fait, c'est là où c'est compliqué, où je pense peut-être après le public se dit, mais en fait, c'est ça, c'est une question de perception du public. Pour ma famille, ou tu fais de la musique vraiment pour mon petit frère Et c'est ça qui est compliqué, et c'est une équation qui est très dure à résoudre, et que peu d'artistes en fait réussissent à résoudre, où tu arrives à toucher à la fois la famille et le fan de rap, quoi. Et je crois c'est ça qui, à mon avis, je pense, en termes d'ego, en termes de choix de carrière, peut être très compliqué à choisir, quoi. Au-delà d'être attaché au rap, je pense qu'il est fondamentalement attaché à là d'où il vient. Et ça fait partie intégrante de ce qui a fait son succès aussi. Et c'est allé de pair. Il a vraiment fait briller le 78 à un moment où il n'y avait pas vraiment d'équivalent. Après Expression Directe, clairement, il y a eu au moins de... qui n'était pas du tout à la même échelle en plus, tu vois. Donc il y avait ce truc-là, il y avait les Capitales du Crime qui sont arrivés très tôt dans sa carrière aussi, le fait de vouloir collaborer. Et en fait, d'un regard extérieur, j'avais l'impression que Trap c'était une capitale du rap et qu'il se passait vraiment quelque chose de là-bas, alors qu'en fait il y avait l'écosystème autour de la fouine qui était surpuissant, et je pense que lui il pourra jamais se détacher vraiment de là d'où il vient, et ça compte encore beaucoup pour lui ce qu'on peut penser de sa musique, et même quand il faisait de la variété, il y a un truc trop pur, et je pense que la passion, les efforts qu'il met dans le travail, comme tu disais Raph, ça vient d'une passion qui est hyper sincère, alors qu'à un moment il aurait pu se dire là je vois clairement quel chemin prendre pour faire des hits et je vais le prendre. Ce que fait Gims pour moi en ce moment, il a compris la recette, il le fait clair. Et il est très loin de ce qu'il faisait au début. La fouine, il y aura toujours ce sera toujours ça fera partie de son écosystème d'avoir le rap, le divertissement, les moments sérieux, les moments drôles. La fouine aura toujours envie d'insulter des mères. Oui. Tant qu'il aura insulté des mères, la fouine sera la fouine. mais je pense qu'il y a eu un moment donné, et ça il avait dit dans une interview chez Pascal Sefranc, chez Move, au moment de la sortie de son disque qui sort en 2018, je sais plus c'est lequel, mais il avait dit, il y a eu un moment en fait j'étais fatigué en fait. Sombre. C'était Sombre qui venait de sortir en 2018, c'est ça. Et en fait il le disait, il disait il y a eu un moment en fait, je m'étais un peu plus installé au Maroc pour être près de mon père, etc. Et en fait, tout cet écosystème du rap, justement, de travailler, de faire de la promo, etc. C'est ce qu'il dit dans un morceau qui s'appelait Sarah aussi, où il disait, franchement, tout ce truc de tralala autour du rap, là, j'en ai un peu marre. Et je pense qu'en fait, justement, il y a eu peut-être un moment où il a plus l'envie parce qu'il était fatigué. Et là, je pense que c'est pour ça que là, il a retrouvé l'envie. En fait, d'ailleurs, il fait pas de promo. En fait, finalement, le circuit un peu médiatique, le tralala dont tu parles, il le fait pas. Mais parce qu'il a eu sa réponse. Le public était là pendant deux Bercy pleins, et donc ça permet de lui enlever aussi toute cette pression de il faut que j'arrive, il faut que je prouve. Et en général, c'est comme ça que tu fais des albums dont les gens se passent, parce que ça, c'est pas la bonne manière de le faire. Là, que ça se fasse de manière très organique, qui a été déclenchée par la cérémonie des flammes, ça a tout débloqué, j'ai l'impression, derrière. Ouais, complètement. En tout cas, 2025, les rappeurs des années 2000, Youssoupha, La Fouine, Medine qui va sortir un disque bientôt. Medine qui va sortir un disque, le premier extrait est génial. Peut-être un petit album de Nesbilin, je sais pas. Sachant que celui qui l'a sorti il y a 3 ans, 2022, Zonard des Étoiles, était aussi un très bon disque. Mais voilà, c'est intéressant aussi. On commence à arriver à ce moment-là dans le rap où on a des artistes, on va dire, qui ont la quarantaine, qui sont peut-être pas les plus gros vendeurs du moment, mais qui l'ont été ou qui ont été des artistes très importants et qui en fait continuent à faire de la très bonne musique, qui leur ressemble, etc. Et c'est important, quoi. Bref, on verra en tout cas ce qu'il en sera de cet album dans quelques mois, mais nous avons aimé État des lieux de La Fouine. Nous avons pas beaucoup, mais un petit peu de temps pour les coups de cœur. Raph, veux-tu commencer ? D'habitude, pour mes coups de cœur, je porte mes Timberland, mes bonnets Carhartt et mes hoodies. Moi, j'ai pas hoodie quand même aujourd'hui, mais là, c'est le Raphaël qui aime les pots de pêche et la douceur. Raphaël Peignoir. C'est notre préféré. Raphaël Peignoir qui est ton alter ego d'ailleurs. Raphaël Peignoir. Je pense que je vais ouvrir un Finstar. Raphaël Peignoir. Puisque je vais vous parler du premier album de Thuiri, rappeur et chanteur de Foufoune Palace. Et là, excellente interview en fait. Par un jeune journaliste qui a tous ses cheveux par ailleurs. Elle est très bien. Voilà, je la conseille à tout le monde. Le code.
Et donc voilà, c'est un album encore plus nourri que ses précédents disques par le R&B justement, le R&B celui des années 90, donc beaucoup de chœurs infusés au gospel, des teintes soul, certaines rythmiques aussi qui font penser au R&B de la fin des années 90, un morceau comme Sorcière, il y a le côté un peu Timbaland par moment, et évidemment beaucoup de titres qui parlent de relations humaines, d'affection, que ce soit avec les femmes, avec ses amis, avec son fils, son enfant. Tout à fait. Et voilà, en fait, c'est ce que je disais là, il y a 2 semaines à propos de Franglish, à quel point le R&B aussi, c'est montrer toute la subtilité, les nuances qu'il y a dans les relations humaines. Et là, en fait, il le fait très bien sur ce disque. Tuerie. Un morceau comme Bruno où il parle d'un ami qui est devenu douteux et donc une relation un peu sur la confiance qui est un peu trahie. Maître nageur sur le déni un peu de sa santé mentale et dans sa relation avec les gens. Un morceau comme Troll aussi sur des mauvaises relations qui ont un peu distordu ses relations avec les gens. Enfin, il y a plein de choses comme ça sur le disque. J'aime beaucoup un morceau comme Bulby State of Mind aussi. Parce que là, qui est un morceau de rap pour le coup. Un morceau de rap, voilà, où il est plus nerveux et dans lequel il raconte un peu sa construction d'identité et culturelle, quoi. On sent parfois des influences de Kendrick disséminées ici et là sur certains morceaux. Il en a toujours eu, mais il aime pas quand on lui dit. Mais on le sent. Mais il aime pas, mais oui, on sent. Je sais qu'il aime pas, mais on est journaliste, on est là pour dire la vérité. Oui. Voilà. On le sent de temps en temps, mais, et ça par contre je le reconnais, je trouve que c'est bien dosé. Sur des morceaux comme Men Nageur ou The Boring Song, c'est bien dosé en fait. C'est pas des pastiches ou des copies. The Boring Song, j'aime beaucoup. Ouais, voilà. C'est évident, mais voilà, c'est bien dosé. Et puis, là, je remets mes Timbaland parce que je peux pas m'en empêcher. Quelqu'un qui fait une punchline en faisant un jeu de mots sur Jadakis. Oui, LOVE, LOX, et puis après voilà, Kiss. Sur Jadakis, bon bah voilà. Donc c'est bon, il a un totem d'humilité. D'ailleurs, c'est une punchline dont on parle dans l'interview. Enfin, je suis pas là pour. Oui, bien sûr. J'encourage tout le monde à aller regarder cette interview. Voilà. Donc totem d'immunité, c'est bon maintenant, tout va bien. Moi, je vous le dis. Et un jour, on va dire les termes. Vous en faites trop sur Jadakis. Jamais. Voilà. Mais c'est le thème de notre émission. Et on en parlera un jour. On en parlera quand tu veux. Vraiment, vous exagérez. À cause du versus. Pas du tout. J'ai toujours été un grand défenseur de Jadakis. C'est un excellent rappeur, mais vous en faites trop quand je vois Goat, meilleur rappeur de New York. C'est jamais ce que j'ai dit. Oui, mais vous vulgarisez. Sandra. Tuerie qui sera dans Music Club bientôt. Voilà. Oui, j'ai vu une photo de Emma, l'attachée de presse. Oui. Maintenant, c'est cool qu'il ait fait le Music Club. Oui, voilà. Vous pourrez aller regarder ça, c'était encore un moment légendaire. On fait sa promo en fait. Et toi, t'as pas d'interview encore. Appelez c'est fini les interviews, moi. C'est fini les interviews. C'est une gag à chaque fois qu'on parle d'un artiste. Terrible. Moi, je vais vous parler de Le Double. J'en ai déjà parlé brièvement quand on parlait de Hologram Law, je crois, parce qu'il a sorti un projet commun avec lui, qui vient de sortir Southside Therapy, Problème particulier, volume 1. Le Double, c'est un rappeur de Montpellier que je trouve prodigieux, qui fait partie d'une scène qui se forme depuis quelques années, mais qui est encore très jeune, dans le sud de la France, entre Toulouse, Montpellier, Nîmes. Donc voilà, c'est un coin qui n'est pas énormément exposé dans le rap jusqu'à présent, parce que c'est pas du rap marseillais du tout, c'est vraiment une scène particulière. Il y avait eu Atayaba, Montpellier, en tout cas qui a vraiment percé, il y a eu plein d'autres rappeurs. Ou à Montpellier, non, il y a eu Samir Hamad aussi, il y a Samir Hamad, mais c'est vrai que il n'y a pas eu énormément d'artistes. Némir à Perpignan, etc. Mais à chaque fois, c'est un peu des électrons libres. Oui, exactement. Voilà. Et là, pour le coup, ils travaillent beaucoup ensemble. Donc, il y a Dilly S, Oji Lounis et Guy de la Fonsdal côté beatmaking. Et c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont vraiment leur propre identité, je trouve. Et c'est pour ça que je parle de scène. C'est pas qu'une question de localité. Il y a une façon de rapper qui est différente. Il y a des choix de prod qui se veulent vraiment être une autre proposition par rapport au paysage actuel. Et voilà, le double totalement à l'image de la nouvelle scène qui propose quelque chose de nouveau. On peut avoir du mal à accrocher. Je pense que c'est un bon projet pour découvrir l'univers et c'est peut-être un de ses meilleurs trucs qu'il a sorti là. En tout cas, c'est quelqu'un à suivre, lui et ses comparses, parce que je pense qu'ils vont être importants dans les prochaines années. Je vois que quelqu'un dit comparse, je pense à Cool Chain dans That's My People. Mes compères, mes comparses. Et moi, de cette farce. Parce exactement. On est portugais tous les deux, tous les trois. Voilà, bah donc moi aussi. J'ai envie d'être portugais. Voilà. Cette petite veste en jean, c'est très portugais cette petite veste en jean. Ouais. Je sais c'est pas. Vrai les Portugais ont des vestes en jean. Tu me fais penser à mon père dans les années 80. Putain. Mon père avait la même en fait. C'est officiellement. Alors mon coup de cœur à moi. Rapidement, parce que je crois qu'on a un peu débordé. Pareil, l'album de Carmen qui s'appelle Comment t'aimer sans diamant. On dit souvent que voilà, quand on est journaliste, il faut éviter quand même d'être trop ami avec les artistes. C'est vrai que ça peut fausser un peu la vie et je me joins à cette remarque-là. Il s'avère que Carmen, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est quand même quelqu'un dont je suis assez proche. Donc j'espère que mon avis n'est pas biaisé par cette amitié, mais j'ai trouvé l'album vraiment excellent, vraiment. Sachant qu'en plus, c'est quelqu'un dont je suis la musique depuis toujours, mais j'ai jamais été plus fan que ça de sa musique. Par exemple, le projet précédent, Sans Diamant, je l'avais trouvé cool, qui était vraiment un projet de flex, mais je suis pas tant revenu que ça.
Là, je pense, on verra que je vais beaucoup y revenir, c'est vraiment, comme il le dit, l'album de sa vie, dans lequel il mélange vraiment ses influences lui espagnoles. Donc c'est un album entre rap et flamenco en fait. Et présenté comme ça peut faire peur, mais je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Ouais. Ils ont vraiment bossé d'arrache-pied avec les producteurs. Qu'il a, à mon avis, un morceau qui peut être un tube Alicante, qu'il a vraiment les morceaux les mieux écrits de sa carrière, parce que pareil, c'est quelqu'un qui faisait bien de l'ego trip, mais dont on n'a pas forcément eu énormément de textes dans lesquels il s'est livré jusqu'à présent. Là, il y a ça. C'est super bien produit. Il y a des refs à 21 Questions de 50 Net Dog, il y a un ensemble de Frank Ocean par là, il y a plein de choses qui me parlent. Voilà, j'espère que ça, qu'il va trouver son public, il a déjà un public, mais voilà, il fait une cigale bientôt, mais je pense qu'il y a le potentiel et on sait aussi que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de top line, donc a contribué au succès de beaucoup de personnes. Ce serait bien que ce soit son heure aussi, et je pense qu'il a la musique pour en tout cas. Donc, j'ai adoré l'album aussi, donc ce n'est pas que un avis. Et tu le détestes toi pour le coup. Et je le déteste bien sûr. donc ça veut dire que c'est vraiment bien. Non, et d'ailleurs, au moment où vous voyez ça, j'aurais sorti une vidéo avec lui, un vlog à Madrid. Tu veux faire une petite promo aussi? Il sera dans Processus chez Combine. Non. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. Merci tout le monde. C'est super. On va faire ça à chaque fois.